Sawadee krap. Aujourd'hui, on va parler de la relation qu'il y a entre le mot sawadee et la svastika, la croix gammée. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on n'a pas toujours dit bonjour de la même façon. Et en Thaïlande, c'est le cas. Perso, j'ai vécu un petit peu en Isan il y a une vingtaine d'années. Et j'avais été surpris de voir que les gens ne se disaient pas bonjour en se disant Sawadee krap, comme ici à Bangkok ou ailleurs en Thaïlande, mais utilisaient plutôt des périphrases pour dire est-ce que tu as déjà mangé Kin Khao Leo ou Kin Khao Ruyang ou Painae, tu vas où en cherchant un peu, je me suis rendu compte que ce mot Sawadee en fait avait été créé et un peu officialisé par le pouvoir. Donc l'histoire remonte à 1933 où on a un professeur de linguistique de l'université de Chulalongkorn qui remet au goût du jour un mot qu'on utilisait depuis l'époque de Sukhothai, puisqu'on a des inscriptions qui le prouvent, et puis un mot qui était aussi utilisé par les moines dans certaines formules religieuses. Donc il crée ce mot à partir d'un mot sanskrit qui est suasti. Alors suasti, il peut se diviser en deux parties, ce mot, avec une première partie su qui est un superlatif, qui veut dire très au-dessus, un peu comme on l'a dans super, et puis l'autre partie, asti, qui vient d'une racine indo-européenne, qui est tout simplement le verbe être. Donc en gros, ça veut dire être bien, bien-être, être auspicieux, porter chance. Ce mot asti, d'ailleurs, en sanskrit, il est voisin des mots européens pour le verbe être. C'est pour ça qu'on a EST en français. Le S est devenu muet, mais on l'entend encore dans le ESTA espagnol ou le IST allemand. Donc ce mot suasti, il sonne un peu familier à nos oreilles parce qu'on a un autre mot dérivé du sanskrit qui est le mot svastika, qui a servi à désigner la croix gammée utilisée depuis plusieurs milliers d'années un peu partout sur Terre. Mais qui a été remis au goût du jour et de façon assez funeste par les nazis. Donc cette svastika, elle a été très utilisée au 19e siècle, quand on a eu toute cette mode autour de l'Orient. Donc on l'a retrouvée en Europe sous différentes formes, et puis finalement immortalisée par le régime nazi. On a l'habitude de dire, souvent on va voir ça sur internet, mais même dans certains ouvrages imprimés, qu'il y a un sens positif et un sens négatif suivant dans quel sens tourne la croix gammée. Alors c'est assez faux, on a des mots pour désigner ça. Quand elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on appelle ça dextrogir, et quand elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on appelle ça lévogir. Moi j'ai pu voir en Inde très souvent des croix gammées qui tournent dans les deux sens et qui ont toujours le même sens auspicieux. Alors après, dans certaines pratiques ésotériques, on va avoir des sens évidemment qui vont être donnés et qui vont être utilisés. Cette croix gammée, on va la retrouver dans beaucoup de pays, surtout actuellement, je veux dire, dans tous les pays bouddhistes, parce que c'est un symbole qui a été récupéré par les bouddhistes. Donc on peut la trouver gravée dans la paume de la main du Bouddha, sur son front, sur sa poitrine, encore plus en contexte Mahayana, en contexte japonais ou chinois, mais ça peut arriver aussi en Thaïlande. J'ai même pu voir au Népal des maoïstes, donc des communistes, qui avaient dessiné des croix gammées sur le même drapeau que le marteau et la faucille, le symbole communiste. Donc là on a un rapprochement total dans l'imaginaire occidentale entre l'extrême droite et l'extrême gauche, et ça pose aucun problème. Alors aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est plus difficile et parfois problématique d'utiliser la croix gammée. Il y a eu des confusions en Thaïlande où on a pu avoir des t-shirts qui avaient été vendus avec une croix gammée nazie. Les jeunes générations sont assez déconnectées de ce qui a pu arriver en Occident autour des nazis et peuvent ne pas faire la différence entre une croix gammée qu'ils utilisent de façon religieuse ici et le symbole politico-militaire du Troisième Reich. Ce linguiste adapte la phonétique sanskrite du suasti
au Thaï pour en faire Sawaddi. Donc ce Suasti en sanskrit est suivi d'un suffixe, un diminutif ka, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on va avoir en Thaï. C'est un hasard qu'on finisse par avoir un Sawadikha ou un Sawadikha ou la svastika, parce que ces deux terminaisons en K ne sont absolument pas du tout liées. En Thaï, vous savez, c'est la particule du vouvoiement, la particule de politesse qu'on va rajouter à la fin du Sawaddi, et ce qui va donner ce Sawadikha ou Sawadika. D'ailleurs, on utilise le Sawaddi pour autre chose que pour dire bonjour. En Thaïlande, on peut l'utiliser lors des fêtes, on peut dire Sawaddi Pimai pour dire bonne année. Donc là, on a la disparition de ce K ou de ce cap. Et finalement, c'est le 22 janvier 1943 que ce mot va être officialisé par le gouvernement thaï, et donc l'introduction de ce nouveau mot, de cette nouvelle façon de se saluer, pas simplement en utilisant le mot Sawaddi, mais en utilisant aussi le Wai qu'on utilisait déjà de façon religieuse, mais qui va rentrer dans la civilité, dans la politesse thaï, dans une façon moderne de se dire bonjour, puisque c'était la volonté de ce premier ministre de l'époque, de Phibun Songkhan, qui voulait moderniser la Thaïlande et a fait tout un tas d'innovations pour mener les Thaïs sur un esprit national commun, pour créer une identité commune, pour faire disparaître un petit peu toutes les différences régionales et sous-régionales qu'on avait en Thaïlande. Donc ce Premier ministre était un ultra-nationaliste qui lorgnait pas mal du côté des fascismes européens. Il a sévi un peu à la même époque, et je reparlerai de lui parce que c'est un personnage important qui a marqué la Thaïlande à énormément de niveaux. Mais le fait qu'il soit proche de l'idéologie nazie n'est peut-être pas étrangère à l'adoption de ce mot Sawaddi qui résonne avec cette svastika nazie. Mais j'ai pas pu mettre ça en évidence au niveau historique. Donc voilà, c'est juste une supposition et en tout cas ça tombe bien, quoi. Donc en dehors de l'aspect linguistique qui est intéressant, ça permet de faire un petit retour aussi anthropologique qui nous permet de voir que ce qu'on a l'habitude de considérer comme des traditions peuvent être des inventions assez récentes. C'est quelque chose qu'on va trouver assez régulièrement partout sur Terre. Aujourd'hui, le regard des modernes sur tout ce qui est un peu vieux est un regard qui va être valorisé par une idée de tradition. Donc on a l'impression que quand c'est pas moderne, c'est ancré depuis des temps immémoriaux dans les traditions locales. Là, le mot Svasdi ou Sawaddi nous montre bien que c'est pas le cas. Et en Thaïlande, on a plusieurs choses comme ça qui sont considérées comme traditionnelles, qui sont des éléments phares de la culture thaï et qui en fait sont des innovations assez récentes. Et j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir vous le montrer avec d'autres sujets. Voilà pour cette petite intervention linguistique et iconographique. Moi, je m'étais pas mal je m'étais intéressé il y a quelques années à l'étymologie, notamment à toutes les traces de mots orientaux qu'on peut trouver en français. J'avais fait un blog à l'époque, dont j'ai perdu les codes, donc j'ai plus accès au blog, mais il est toujours visible sur Internet, je vous mets le lien dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.